messieurs, ladies and gentlemen, set to make her ring walk, faisant son entrée vers le ring. Elle est invaincue. Elle a un jab d'enfer et une vraie passion pour la boxe féminine. She is undefeated. She has a tremendous jab and a true passion for women's boxing. Veuillez accueillir la terreur rimouskoise. Let's welcome the terror of Rimouski, Marie-Ève Albert! Elle est la préférée de Philippe Farley qui ne jure que par elle. Hier, j'étais dans un bar et là, mon Philippe commence à me dire Marie-Ève Albert, elle connaît tout ça par cœur. Elle devrait travailler pour les grandes firmes. Et je te dis, si tu as besoin d'un avocat pas cher, Farley avocat, pour moi, il va te défendre, il n'y a pas de problème. Marie-Ève, j'étais particulièrement heureux quand j'ai regardé ta liste de sujets parce que, tu sais, moi, je ne sais pas si tu as remarqué, là, ma page elle s'appelle Boxing Town Québec. Et j'adore m'occuper du Québec. Et bien sûr, j'aime l'international, là, mais j'ai un petit velours quand on parle du Québec. Et là, tu m'es arrivé avec plein de sujets québécois. Te connaissant, tu vas probablement faire un montage avec des fleurs d'Élysée puis nos boxeurs là, pour présenter le podcast. On est présentement le 2 avril, fait qu'on va se concentrer sur ce qui s'est passé en mars. On a eu beaucoup de combats de boxe. Puis on va se tourner bien sûr vers avril, mais on commence. Je t'ai senti fragilisé. Je t'ai senti, tu avais des émotions. Tu es quelqu'un qui, d'habitude, tu es quelqu'un qui n'est pas très émotif, mais là, la retraite de Marie-Ève Dicker, c'est venu te chercher. Moi, écoute, je vais prendre mon 10 secondes de te le raconter. Quand Marie-Ève Dicker, elle a passé pro, le mois d'avant ou 2 mois avant, Ghislain Madouma avait fait un show bénéfice au Bain Mathieu. Là, je me pointe là, je voulais aller voir les débuts de Baptiste Juken-Bayev. Finalement, là, l'adversaire est tombé dans sa cheville, puis le gars, les débuts ont été annulés. Mais en sous-carte, il y avait des combats on appelle ça un pro-am, il y avait des combats de boxe olympique. Puis là, Kenny Sherry est venu me voir, puis il m'a dit « Surveille elle ». Et c'était Marie-Ève Dicker qui, je crois, faisait son dernier test, je pense contre Caitlin Clark ou quelque chose comme ça. Oui. Et c'était le test ultime de son entraîneur, à savoir si on passait pro, tu sais, on investit sur toi. Et là, je la vois, je prends des notes. 2 mois après, à Sorel, elle passe pro. Tiens-toi bien, j'avais oublié d'envoyer mon accréditation. Fait que là, moi, j'étais comme un journaliste, mais trop pauvre pour être à l'estrade. Je marchais en arrière, comme dans l'aréna, pour la suivre quand elle est allée vers le ring pour la première fois, parce que je voulais voir les yeux de quelqu'un qui passe pro. Et là, elle avait passé pro à Sorel. J'étais tout seul à la couvrir de la foule. Et là, aujourd'hui, elle est devenue une superstar. Retraite, c'est à ton tour. Moi, ça me fait de la peine. Je comprends la décision. C'est pas ça l'affaire. Tu sais, Marie-Ève, c'est une fille qui est versatile. Elle a eu beaucoup de succès en karaté. Elle a eu beaucoup de succès en boxe. Elle a été championne du monde. Puis, elle a des succès dans les médias et tout. Je comprends aussi qu'elle évolue en âge, en maturité, puis qu'elle a d'autres ambitions aussi. Puis aussi, le corps suit moins. On sait qu'elle a eu des blessures qui guérissent moins bien, puis qui affectent sa préparation à chaque combat maintenant. C'est plus comme ça guérit puis on passe à autre chose. Il y a des séquelles de ces blessures-là. Donc, je peux comprendre. Quand un boxeur qui me dit « je prends ma retraite »,
on ne peut pas dire « Ah, je ne suis pas d'accord » parce que c'est quand même manger des coups et en recevoir là, de la boxe. Fait que si toi, tu considères que tu es rendu à la retraite, chacun a son degré physiquement, là, peut endurer ou pas. Mais moi, Marie-Ève, c'est spécial parce que j'ai commencé à la suivre comme une fan. Puis dans le fond, vraiment, j'étais une fan. Moi, je n'allais pas dans les galas de boxe, Laurent. J'allais pas dans les galas de boxe. J'y allais plus, du moins. Okay? Ça faisait longtemps. Moi, j'ai suivi Luciane Boutet à distance, des cages au sport ou sur la TV à TVA, puis des affaires de même. Puis, je regardais Jean-Pascal à distance aussi. Puis, j'allais plus dans les galas. Tu sais, j'étais à Rimouski quand même. Puis, j'étais jeune. Puis, c'était quand même beaucoup d'investissement. Mais c'est à cause de Marie-Ève Dicker que j'ai recommencé à aller dans les galas de boxe. Oui, entre autres. Je vais toujours me rappeler son combat de championnat du monde. J'ai décidé à 24 heures d'avis d'aller avec mon chum voir Marie-Ève gagner sa première ceinture au centre Vidéotron. On est parti dans l'après-midi. On est arrivé juste à temps pour le début des combats. Puis on avait prévu de coucher dans notre char. C'était ça l'affaire. Ou de revenir tout de suite après. Ce qui ne s'est pas fait. Mais j'étais une fan, on avait pris des billets pas chers, on était en haut avec du monde qui buvait beaucoup de bière, puis qui criait, connaissait pas la boxe féminine, hein? Puis ça les intéressait pas trop dans ce temps-là. T'as entendu la fameuse joke plate de « Bon, c'est le combat pour aller à la chambre de bain ». Tu sais, on entend ça, genre, les gars dans la foule. Mais là, moi, je vais te poser la question, mais moi, j'ai l'impression que Marie-Ève Dicker c'est correct de prendre sa retraite dignement quand, tu sais, à 36 ans, au lieu d'étirer à la sauce puis qu'on te voit vieillir puis pas offrir le même genre de performance. Mais j'ai quand même l'impression que si ce n'était pas des 13 reports qu'elle a eu contre Claressa Shields, puis de tout le fait que ça a été long d'arriver à Jonas, puis du fait que j'ai même une autre théorie là, que les gens n'en parlent pas beaucoup. Une fois, Marie-Ève, elle avait sorti publiquement, puis ça fait partie un peu, quand tu es une pionnière, tu cherches à améliorer les choses pour les gens qui sont après toi aussi. Elle s'était interrogée à savoir pourquoi elle avait gagné 10 fois moins d'argent que David Lemieux quand elle avait vendu 2500, puis David avait vendu, je pense, 3200 dans le même 8 jours. Tu sais, puis elle en avait parlé, je crois que c'était à la radio de Radio-Canada, puis c'était comme resté sous silence. Personne n'a un peu enquêté ça, mais je crois que les sommes d'argent qui sont versés en boxe féminine font que peut-être à un moment donné, tu te dis, bah, c'est toujours reporté. Si j'ai de la misère à faire 30 000 par année que la boxe. C'est pas facile de vivre de la boxe quand on est une femme. Vraiment pas facile. C'est pas facile quand on est un homme non plus, à moins d'être une méga star. Non, mais là, on parle d'une double championne du monde qui s'est battue 2 fois en combat unifié. Je veux dire, chez un homme, ben là, c'est un vieux débat, là, mais chez un homme, on a 300 000. C'est confortable habituellement. C'est sûr que chez les femmes, on n'est pas là. Puis, tu sais, on a dit tout le temps, c'est la loi de l'offre et de la demande, mais c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a quand même des femmes qui vendent beaucoup de billets. Qui attirent. Je vais donner un exemple, c'est Nissa Estrada, c'en est une qui remplit facilement des foules, mais elle n'a pas du tout des bourses comparables à un gars qui remplit le même aréna. Les coûts des billets similaires pourtant. Tu sais, il y a beaucoup de choses. Marie-Ève, je pense qu'elle avait envie de se diversifier. C'est une fille qui est bonne en communication, puis elle peut facilement vivre de ça à comparer à la boxe. C'est sûr que la boxe, les reports, les 10 000 reports, le COVID-19 a vraiment nui au bon déroulement de sa carrière. On s'entend qu'elle aurait pu peut-être descendre à 147 si ça avait été plus rapide. C'est ce qu'elle voulait, affronter Breckus. Elle aurait peut-être pu affronter Patricia Bergolt l'année passée s'il n'y avait pas eu 10 000 reports, l'annulation du show en Colombie. Tu sais, il y a plusieurs affaires comme ça. Puis Claressa Shields, ça a été l'enfer, ça. À partir du moment où on a su qu'elle s'en allait affronter Shields, ça a été terriblement long. Au début, ça devait être sur PBC. À un moment donné, Shields s'est fâchée. Elle a dit, je m'organise moi-même à Flint. Même s'il va sur une courte distance, tu sais, l'histoire d'un tournoi à 4 qui n'a pas eu lieu. Tu sais, moi, je crois qu'elle était chaudée un peu par la boxe. En même temps, moi, je préfère un athlète qui prend sa retraite à 36 ans avec toute sa tête que de mal vieillir. Mais il va vraiment, puis ça, c'est beau, il va vraiment avoir eu un avant puis un après Marie-Ève Dicker. Tu sais, quand on va faire un timeline de la boxe québécoise sur 250 ans, l'arrivée de Marie-Ève Dicker et possiblement la boxe féminine qui va take over la boxe masculine au Québec dans les prochaines années. Moi, j'y crois. Là.
Je veux souligner aussi que cette fille-là est allée quand même affronter Clarissa Shields chez elle à Flint pour Undisputed. Ça prenait du guts en chien parce que c'est pas un endroit neutre du tout, Flint. C'est une ville qui est tough. C'est chauvin pour Clarissa Shields. C'était gros. Elle était vraiment pas la favorite, puis on le savait. Mais elle est allée pareil. Puis elle a fait la même chose pour Natasha Jonas. Elle est allée sur un show de boxeur à Manchester pour l'affronter, pour unifier. Cette fille-là, elle a poursuivi ses rêves. On ne peut pas dire qu'elle n'a pas couru après ses rêves. Elle y croyait tout le temps, puis elle est allée pareil, même si c'était tough. Puis c'est pas facile d'aller se battre à l'étranger. On va en parler tantôt, Marie-Pierre Roule se prépare à y aller. C'est quelque chose d'aller se battre à l'étranger. Moi, je suis contente d'avoir pu être là les 2 fois où elle a gagné sa ceinture IBF. La première fois comme fan, la deuxième fois accréditée. Donc, j'ai vécu une expérience totalement différente. Je vais toujours me rappeler aussi de ce combat-là contre Cynthia Lozano parce que oui, ça a été terriblement critiqué. On sait que Marie-Ève aurait peut-être voulu une autre adversaire. Bien entendu, Marie-Ève, après avoir affronté Clarissa Shields, si tu t'en vas affronter Lozano. Sauf qu'il faut se rappeler quand même que Marie-Ève est allée gagner ce combat-là avec une blessure quand même très sérieuse qu'elle s'est faite au premier round. On se rappelle qu'elle a glissé sur un logo qui était sur la toile, imprimé sur la toile. Problème au ligament, ménisque déchiré. On ne sait pas comment elle a pu finir ce combat-là puis knocker l'adversaire. Ça devait être terriblement douloureux. Je vais t'arrêter là. Quand c'est un combat de championnat ou que tu es champion ou championne à la IBF est beaucoup dans ses règlements, puis elle peut t'imposer des adversaires. Tu sais, on a vu Josh Taylor qui a passé un adversaire thaïlandais en 48 secondes parce qu'ils ont décidé d'y imposer. C'est correct. Tu sais, Michael Effert, tout le monde chialait. Qu'est-ce qu'il fait ici contre Jean-Pascal? C'est imposé. Un moment donné, Bouté a affronté Jean-Paul Mendy, puis c'était un combat complètement inégal. C'est ça. C'est ça la boxe. La IBF. Mais pour Marie-Ève Dicker, moi aussi, ce que j'ai aimé, puis des fois, mais tu sais, dans la vie, on a la qualité de nos défauts. Des fois, je trouvais qu'on en faisait trop avec ça. Moi, je critique un peu, mais elle faisait bien aussi. Ça dépendait. Des fois, je trouvais que c'était trop. Des fois, je trouvais que c'était parfait. Mais le message aussi derrière, que quand tu as un rêve, tu peux l'accomplir. Puis, tu sais, elle était beaucoup dans... Elle se proposait... Non, mais je ne sais pas si on peut dire ça. Elle se proposait comme modèle pour la jeunesse. Tu sais, elle était beaucoup dans ses... Oh oui, on peut dire ça. Et ouais, elle était beaucoup comme... Tu sais, moi, je lis des livres de croissance personnelle des fois là, pour devenir une meilleure personne. Elle, pour moi, elle les lisait aussi. Tu sais, puis là, elle nous arrivait avec ça. Genre, puis, c'est un superbe modèle pour la jeunesse encore aujourd'hui, même à la retraite. Chapeau Marie-Ève, en tout cas, j'espère qu'on va la recroiser souvent dans les galas de boxe. Je pense qu'elle reste passionnée. Elle est toujours là maintenant. On l'a vu la semaine passée, on l'a vu faire le mannequin avec Kim Clavel et Tamara Thibault. Elle était là aussi au gala Jean-Pascal Effert comme spectatrice. C'est ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a une belle joie de vivre. Moi, je vais te donner mon meilleure anecdote. Je pense qu'à un moment donné, Yvon Michel lance sa série de boxe au casino. Puis je me rappelle, il y avait même des petites bouchées. Et on était bien traités. Puis là, l'annonceur maison, il n'arrive jamais. Tu sais. Puis là, Yvon, il fait « Mon Dieu, on n'a pas d'annonceur maison. » Il est pris dans le trafic, tu sais, le casino, comment que c'est. Marie-Ève a dit « Donne-moi le micro, on va gérer ça. » Moi, fait que avoir une entrevue avec un surveille, pose des questions à score, tu sais, elle est parfaite pour les médias et ça va être un charme de la suivre. Et moi, j'aimerais bien la voir devenir analyste de combat. Elle est excellente communicatrice, elle connaît très bien son sport, elle a une vue globale sur la plupart des boxeuses. Ça serait parfaite. Bref, quand on parle de Marie-Ève Dicker, quand elle est arrivée, elle était la seule. Mais il y avait Lucia Larcinaise, il y en avait un petit peu, mais il n'y avait pas à ce niveau-là. Quand Marie-Ève est arrivée, c'est vraiment la pionnière, elle qui est allée gagner un titre, rentrer dans les classements. Et là, ça a fait des petits. Oui. Là, on en a d'autres en championnat du monde. On en a d'autres toute la journée. Tout le podcast, on va vous parler de filles qui sont classées dans le top 10. Là. Tu sais, il y a vraiment eu... Ça bouillonne. Okay? Ça va bien. Et là, Marie-Pierre Roule s'en va à Cardiff affronter Sandy Ryan. Là, je fais mon préambule. Okay? J'ai regardé les 6 combats de Sandy Ryan. Puis là, je vais t'admettre que là, je me grattais la tête puis je me disais, elle boxe en joie le vert, Sandy Ryan. Okay?
À un moment donné, elle, là, pour vous donner une idée, là, Sandy Ryan, a fait penser à mon grand-père. Parce que mon grand-père, il était bûcheron, OK? Puis il bûchait bas pour que le haut de l'arbre, il tombe, OK? Mais Sandy Ryan, là, je ne sais pas comment elle a fait ça, là, parce qu'on ne voit pas ça souvent, mais que sa main avant, là, elle te bûche au corps, OK? Comme si elle avait un Eastwood pour te frapper dans les côtes. Elle bûche, c'est le mot-clé, là, allez voir la vidéo, c'est une bûcheuse. Mais elle a voulu aller super vite. À son 4e combat, elle va être défaite par Erika Anabella Farias, qui n'est pas la dernière venue. Là. Non. Elle va prendre sa revanche tout de suite. Fait qu'elle, même son premier combat là, contre Kirsty Bavington, hein, j'ai tout écouté. Hein. Bavington, je la trouvais bonne pour un début pro. Je dis, oh, pas début... Bavington, c'est une très bonne boxeuse. Ouais, hein? ouais. Fait qu'ils l'ont vraiment mis sa voie rapide dès son 4e combat. C'est quelqu'un qui a une grosse boxe amateur. Et je ne vais pas. Écoute, c'est mon ami Marie-Pierre Roule, mais elle va être négligée à 6 ou 7 contre 1. C'est pas la favorite. Ça va être un upset. Mais Marie-Pierre, et là, je veux t'entendre après, elle a des qualités qui sont... Tu sais, moi, pour mon dire, pour être championne du monde, il faut que tu aies des qualités qui sortent de l'ordinaire. Force physique pour les 147 livres, Marie-Pierre Roule, c'est un animal. Ah oui. Elle a la force de frappe. Fait que déjà là, on peut bâtir autour de ça. Est-ce que c'est le plan, ça va être de se faire respecter rapidement par Ryan? Est-ce que ça va être de la brasser? Je ne sais pas, mais ils ont de quoi travailler. Ils ont de quoi pour travailler. Marie-Pierre a des qualités au-dessus de la moyenne qu'elle devra exploiter si elle veut l'emporter contre Sandy Ryan. On ne se leurra pas. Il y a une différence d'expérience aussi. Sandy Ryan est une boxeuse qui a fait beaucoup de combats chez les amateurs, ce qui n'est pas le cas de Marie-Pierre. Marie-Pierre a quelques combats. Elle en a quand même, mais elle n'a pas la même expérience. Puis elle le sait. Là. C'est pas, elle sait qu'elle va affronter une fille qui a réussi quand même plusieurs choses chez les amateurs. Donc, techniquement, beaucoup plus d'expérience. Pour Marie-Pierre aussi, c'est son premier 10 rounds, ce qui n'est pas le cas pour Sandy Ryan, qui a déjà eu des titres mineurs, qui a déjà affronté Farias. Mais Marie-Pierre va être à l'aise dans sa catégorie de prédilection, le 147 livres. Ryan monte de catégorie. Ryan, c'était une super légère à la base qui monte pour avoir cette opportunité-là. C'est le titre WBO, dans le fond, qui appartenait à Jessica McCaskill, qui est devenu vacant. Peux-tu, juste t'arrête, peux-tu m'expliquer, parce que je n'ai pas trouvé la réponse, je ne sais pas si toi tu l'as, pourquoi McCaskill a décidé de... C'est-tu parce qu'elle ne voulait pas payer de frais de sanction? On dirait qu'elle s'est arrêtée à 2 sur 4. Puis là, moi, ce que j'ai pensé, c'est que si elle a une bourse, admettons, de 30 000, puis qu'on lui demande 3 000 par association, elle a peut-être dit, je vais en slacker 2, puis je suis rendu à 40 passés, c'est ça, c'est les frais de sanction. Il ne faut pas oublier que quand on est champion undisputed, il faut défendre aussi contre 4 fois. Là, on a des défenses obligatoires à faire, pas juste des combats d'unification puis contre des championnes. Puis ça coûte cher, il faut défendre, il faut payer ces frais de sanction-là. Jessica McCaskill a gardé toutes ses ceintures pendant un certain temps. Puis c'est vraiment, Rick Ramos, son entraîneur et manager et tout, m'a dit que c'était une décision business. Je lui ai demandé à Rick, j'ai dit, Rick, peux-tu me dire pourquoi ce titre-là est rendu vacant? L'IBF, ce n'était pas leur décision à la base, mais pour la WBO, c'est une décision business. Ils ont vraiment décidé de garder une partie des titres, d'en laisser d'autres. Ça ne veut pas dire qu'elle ne se réessayera pas contre la championne à un moment donné pour dire, hey, un peu comme Clarissa Shields a fait. Hein. Mais le titre est vacant pour cette raison-là. Ça coûte cher d'être undisputed. Puis quand on est une femme, on gagne moins qu'un homme pour le même, pour des frais de sanction, sont là pareil. Tu as raison que ça coûte cher, mais je pense plus que c'est un pourcentage. 12 000 sur une bourse de 25 000, c'est pas comme, mettons, 12 000 sur 2,50. Exact, c'est pas la même chose. Mais bref, on en est là. Marie-Pierre va avoir sa chance contre Sandy en sous-carte de Rakimov contre Cordina sur 2 zones, un show matchroom à Cardiff, c'est gros. Là, Marie-Pierre s'en va là en n'étant pas la favorite, bien entendu, pas juste parce qu'elle est sur le show de l'autre promoteur, parce qu'elle a moins d'expérience aussi. Par contre, est-ce qu'elle a des chances? Oui, elle en a comme d'autres. Ça va être un combat qui va être tough. Il va falloir avoir la bonne stratégie. Sandy Ryan, tu l'as dit, elle frappe fort, elle est dangereuse au corps. Habituellement, elle aime ça contrôler le tempo. Elle aime ça contrôler l'espace. Elle bouge énormément. Puis, c'est une fille qui tire beaucoup de power punch, des coups de puissance. Elle a un bon jab pareil, mais des fois, elle l'oublie. Des fois, elle va juste... C'est pour ça qu'elle s'est fait pincer contre Farias, Sandy Ryan. Elle s'est fait embarquer dans le plan de match de l'autre. Puis ça a commencé avant le combat. Farias,
Sandy Ryan, c'est une fille qui est sensible, qui est émotive. Puis Farias sait très bien comment manipuler ce genre de personnes-là. Donc, aux conférences de presse, au pesé, elle a fait dérailler un peu Sandy Ryan. Puis Sandy Ryan, qui a moins d'expérience que Farias, s'est montée dans le ring émotive. Puis elle a voulu... Tu sais, quand on dit tu montes dans le ring pour cogner quelqu'un, là. Tu sais, pour la cogner. C'était juste des coups de puissance. Puis il y a des erreurs qui se font à ce moment-là. C'est intéressant, ces deux combats-là, parce que d'un, ils ont eu lieu à 140 livres. Oui. Puis si tu fais le total des 20 rondes, puis que tu te rappelles que Farias a perdu un point pour avoir utilisé la tête au 10e, on arrive... Et là, je vais te surprendre, on arrive quasiment à une égalité statistique. Ouais. Mettons, sur 20 rondes, ça a fini 11-9 ou 12-8. Là, fait que, Sandy Ryan, elle peut perdre des rondes, elle peut perdre un combat, c'est déjà arrivé. Mais moi, des fois, c'est étrange. Hein? J'essaie de... Tu sais, BoxRec, cette semaine, il y a beaucoup eu, je ne sais pas si tu as vu sur Twitter, il y a une guerre. La polémique des étoiles. 1 étoile, 4 étoiles, 5 étoiles. Oui, des étoiles, j'ai vu ça. Moi, j'écoute un podcast américain, puis eux autres, ils vont beaucoup dans l'analyse, comme ils vont loin dans l'analyse. Puis ils disent tout le temps, BoxRec, c'est un outil qui ne va jamais remplacer le test de l'œil. Regardez, là, il écrit dans le podcast, regardez les combats, c'est-il lâché BoxRec? Oui. Puis c'est un peu ça que j'ai fait. Puis oui, Sandy Ryan, elle a l'air à un très haut niveau, puis on sait comment Erika Anabella Farias est bonne aussi, mais elle les a perdues, les rondes. Puis oui, elle était à 139 livres au dernier combat. C'est pas comme 147. Puis je vous dis, des fois, il faut juste avoir des qualités un peu plus élevées. Marie-Pierre est forte physiquement. Tu sais, il sait, là, Sébastien Gauthier, que Marie-Pierre est plus forte que Sandy Ryan si jamais il faut que tu déménages des meubles après-midi. Fait que je pense qu'ils vont rentrer dedans. Je pense qu'ils vont essayer de la brasser. Ça va être ça le plan. De se faire respecter tôt dans le combat aussi. Puis... Il faut la pousser à faire des erreurs, Sandy Ryan. C'est ça que Farias a fait. Tu la pousses à oublier son jab un peu, à lancer des power punch. Elle est bonne pour oublier ça des fois. Puis c'est les rondes qu'elle a perdues, c'est des rondes où elle oubliait de lancer des jabs, puis elle se garrochait. Elle voulait vraiment, comme plus émotivement, knocker l'autre. Souvent, elle ouvre plus en faisant ça. Puis Farias, c'est une boxeuse qui a beaucoup d'IQ. Elle pouvait rentrer. Marie-Pierre doit penser un peu de la même manière. Il faut qu'il trouve un moyen de faire ouvrir Farias, pas Farias, mais Ryan. Puis il va falloir qu'il capitalise sur chaque opportunité parce que ça ne sera pas nécessairement des opportunités qui vont pleuvoir. Mais quand ça va être possible, il va falloir qu'à chaque fois, l'œil de boxe de Marie-Pierre soit là pour saisir l'opportunité. Parce que c'est sûr que ça va être un combat tough, puis les deux filles vont manger des méchants coups. Là. Les deux filles, c'est des power punchers. Je trouve que Marisol Moreno, c'était comme une bonne chose. Tu sais. Elle est arrivée comme dans un bon moment, elle a fait des rondes, elle a offert une bonne compétition. Tu sais, à la limite, sans le savoir, c'était le meilleur adversaire puis le meilleur combat pour se préparer à un combat de championnat du monde. Il faut que les gens arrêtent de penser qu'il faut gagner tous les rounds pour avoir bien boxé aussi. Ça, c'est que plus on avance là, dans les classements, plus on va pogner des filles qui sont capables de te tenir tête. Donc, des combats serrés, puis des rounds perdus, puis des risques à prendre, il va en avoir. Puis Marisol Moreno, c'est pas une fille qui était beaucoup connue. On ne connaissait pas beaucoup sa boxe, mais on a découvert une fille qui savait clairement boxer puis qui boxait mieux que d'autres types de Mexicaines, qui avait vraiment un sens de la boxe. Tu voyais qu'elle avait fait de la boxe amateur. Pour Marie-Pierre, c'était excellent. Ça a donné un bon combat. Les gens ont regardé ça puis ont dit oui. Mais tu sais, il ne faut pas retenir Marie-Pierre, je ne sais pas, moi, Marie-Pierre, elle a mangé des coups ici. Puis oui, il faut les retenir quand on analyse son combat après coup pour dire où est-ce qu'on a fait des erreurs, mais c'est normal quand on avance, d'avoir des combats serrés. Moi, si le combat n'est jamais serré puis tu es à haut niveau, je vais me poser des questions. Je vais me dire, mais coudonc, quelle sorte d'adversaire on t'amène? Tu sais, c'est ça l'affaire. Fait que pour Marie-Pierre, c'était excellent d'avoir affronté Marisol Moreno. C'était beaucoup d'expérience pour elle. Là, elle s'en va au championnat du monde. Première opportunité. Est-ce qu'elle a des chances? Oui, elle a des chances. Est-ce qu'elle a plus de chances que Ryan? Probablement pas. Donc, si on a à faire une prédiction présentement, c'est difficile de dire elle va se faire knocker. Moi, je ne crois pas qu'il va y avoir un knockout dans ce combat-là. Je m'attends à un combat tough, mais une décision serrée.
C'est ce que je m'attends. Je crois que Marie-Pierre est assez préparée. Elle a du très bon sparring présentement. Elle est allée sparer avec Mary Spencer, avec Jessica Camara, avec Vanessa Lepage-Joannis, avec d'autres personnes. Elle a vraiment du très, très bon sparring. Elle se prépare. Tu as le droit de le dire, il y aurait eu, selon mes sources, un sparring historique avec Sarah Kali cette semaine de très haut niveau. Et, très important, si Marie-Pierre Houle l'emporte, je me lance le défi de ramasser 300 personnes pour l'accueillir à l'aéroport avec des vuvuzelas puis des chapeaux de fête. On va faire le party à l'aéroport si elle l'emporte. On va suivre ça. 22, c'est le 22 de ce mois-ci. Ça va être sur DAZN, ceux qui l'ont. Ouais. Un beau petit combat d'après-midi. Là. Ça sera on va vous tenir au courant. Mes vacances commençaient, je me dirige à la Place Belle, je suis de bonne humeur. Je regarde la conférence d'avant-match. Je te salue, tu étais là. Et là, tout va bien. Le gala avance tranquille. Le monde embarque tôt dans le gala. Le monde qui criait déjà au deuxième combat. Le party était pogné. Et là, on s'est fait garrocher une douche d'eau froide. Je savais que l'adversaire de Camara était correct, OK? Parce qu'on l'avait vu faire un combat compétitif. Carla Zamora a fait un combat compétitif avec Léla Baudouin. Mais dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, mais Camara est plus âgée. Elle avait fait des combats contre Cali Reese, entre autres, contre l'autre fille que je ne me souviens pas. Heather Hardy. Oui, puis Saint-Ville. Ouais, Saint-Ville, elle méritait un meilleur sort, selon moi, contre Cali Reese aussi. Fait que moi, j'ai ma Camara dans ma tête, OK, qui appartient au top 4 de la division, puis je la vois là, marcher sur tout ce qui bouge dans les prochains mois. Et là, Zamora, qu'on avait vu 2 fois ici, elle connecte et c'est fini. Elle a senti l'odeur du sang. Boum, l'arbitre n'a pas le choix d'arrêter. Puis là, je t'ai découragé. C'est pas le seul. Tout le monde était un peu découragé. Ouais. C'est pas. Moi, déjà en partant, je veux dire quelque chose. Ça, c'est bien important que les gens comprennent ça. Moi, quand je fais la couverture de combat live, si la favorite perd, mettons notre boxeuse du Québec ou du Canada perd, je ne vais pas nécessairement essayer d'aller chercher l'entrevue tout de suite à chaud. Parce que moi, je préfère les post-mortem. C'est ça. Moi, je n'ai pas de texte à rendre le lendemain. Si j'étais dans un média traditionnel, un journal ou la radio, la télé, là j'irais, je courrais aux citations, puis tu sais, je montrais un texte pour produire le lendemain. Mais ce n'est pas mon besoin. Moi, j'ai le luxe de pouvoir attendre que la boxeuse ait envie d'en parler puis qu'elle ait le temps de réfléchir à ce qui s'est passé. Donc, c'est ça que j'ai fait avec Jessica Camara. Je l'ai laissée tranquille, puis on s'est parlé cette semaine. OK? On s'est parlé assez longtemps de ce qui s'est passé. Je voulais savoir à froid comment elle voyait ça, ce qui c'était cette soirée-là. Déjà, en partant, elle m'a dit, dès que je suis rentrée dans le ring, je ne me sentais pas moi-même. Ça, là, ça peut s'expliquer pour beaucoup de choses. Le fait qu'elle a eu un camp d'entraînement pour une adversaire, puis qu'elle en ramasse une autre qui est totalement différente dans le style. Parce que des fois, on va remplacer une adversaire par une similaire. C'est ce qui est arrivé à Caroline Vert. On va en reparler. Mais dans le cas de Priska Vico et de Carla Zamora, c'est totalement différent comme style. Totalement. Alors, j'ai l'impression que... En fait, je n'ai pas l'impression. Camara m'a dit, je me suis préparée pendant des semaines pour une fille. Puis je ne sais pas ce qui s'est passé. J'aurais dû être capable de m'adapter, mais il y a quelque chose qui a fait cette journée-là que je n'ai pas fait le switch. Quand j'ai oublié totalement ma défensive, elle m'a dit, on dirait que ma défensive n'était plus là parce que l'autre avançait sur elle avec un haut volume de coups. Carla Zamora, elle frappe pas nécessairement fort, mais elle frappe du haut volume, puis elle avance tout le temps. Puis Camara a eu l'impression d'être débordée par un volume de coups, puis elle n'a pas été capable de s'adapter, même si son coin lui disait... Elle entendait son coin crier « boxe-la, boxe-la, boxe-la ». Tu sais, essaye de la boxer. C'était totalement autre chose, qu'elle ne s'était pas préparée à boxer une adversaire dans son camp. On dirait qu'elle entendait l'instruction, puis elle me disait « je n'étais pas capable de faire le switch pour une raison X. Je n'ai pas été capable d'appliquer la consigne de mon coin. » Quand on me disait « boxe-la, boxe-la », on dirait que j'étais tellement débordée, ma défensive n'était pas là. Elle dit « je ne sais pas ce qui s'est passé, mais clairement, il y a quelque chose qui s'est passé ici, sur quoi il faut qu'elle travaille. » Maintenant, ça la retarde, c'est sûr, parce qu'on le sait tous que Camara, quand elle boxe bien, elle
est vraiment, c'est une des meilleures, là. C'est une des 5 meilleures au monde, sans aucun problème. À 135 livres comme à 140 livres, elle est très forte. Maintenant, le fait qu'elle n'ait pas été capable de s'adapter dans ce combat-là, il y a peut-être d'autres facteurs aussi. Peut-être que c'est lié à son camp d'entraînement. Il va falloir qu'elle s'assoie avec son équipe et qu'elle regarde vraiment. Puis avec Brian Cohen aussi pour savoir c'est quoi le plan. Parce que moi, si j'étais Brian Cohen, son manager, on sait que Jessica n'a pas de promoteur. J'essaierais de lui trouver un combat de remplacement quand même solide rapidement. Parce qu'on veut quand même que Jessica se reprenne contre une adversaire qui est payante pour la repositionner rapidement. Jessica, elle est capable de boxer des bonnes boxeuses, on l'a déjà vu. Tu l'as nommé, Kali Reis, Melissa Saint-Ville, Heather Hardy. C'est pas ça le problème. De l'adversité, elle en a déjà eu et elle est capable. Mais il faudrait, puis moi, je pensais tout le temps, je disais, moi, il y a 2 filles que j'aimerais te voir affronter, là. Soit Erika Farias, qu'on vient de parler, qui donnerait un terrible de bon combat contre Camara. Selon moi, les styles fonctionneraient très, très bien pour un combat de retour. Ou encore Magali Rodriguez, qui est la détentrice de la WBC Silver à 140 livres, qui est classée, qui a déjà affronté une fille qui s'appelle Victoire Pitot dans un combat serré que moi, je connais bien, qui serait une parfaite adversaire. Elle m'a même dit, Camara, que cette fille-là, Magali Rodriguez, avait été pressentie pour remplacer Priska Vico. Donc, je n'étais pas d'impatate quand je disais que cette fille-là serait un bon choix. J'aimerais ça cette année. Peut-être pas le prochain combat, mais j'aimerais ça que ça s'enligne vers une fille de ce calibre-là tout de suite. Moi, c'est ce que je désire. Maintenant, est-ce que c'est ce que Brian Cohen veut ou va faire avec Jessica? Je ne sais pas. Brian Cohen, c'est-tu le monsieur là, qui va dans les coins puis qu'on n'est pas sûr pourquoi il est là puis que ça fait de la chicane? Brian Cohen, c'est le conjoint de Kali Reis. C'est un ancien boxeur. Il est manager de à peu près 30 filles. Mais c'est lui qui est apparu dans le coin de Mary Spencer quand elle a fait son combat de championnat. Avec Ross Amber puis Ian McKillop. Ça a fait de la chicane. Donc, je vais lui souhaiter un bon combat de retour. C'est à peu près ça que j'ai à dire sur ce combat-là. C'est clairement une erreur de parcours, mais c'est une erreur qui est coûteuse. Puis, il faut vraiment tout de suite aller la repositionner contre un combat payant, avec un combat payant pour pouvoir la faire progresser vite vers le sommet. C'est ce que je pense. Victoire de Amanda Gale aussi. Moi, je ne la connais pas, mais j'ai trouvé que c'était quelqu'un de charismatique. Là, on se promenait avec son enfant dans les bras après, puis elle était vraiment souriante. Tu sais, quand elle a gagné, la dernière affaire qu'elle avait envie, c'était de s'en aller. On dirait qu'elle tripait, elle encourageait les autres. J'ai un gros coup de cœur pour cette fille-là que j'ai interviewée 2 fois, mais que je n'avais jamais rencontrée. Je l'ai rencontrée pour la première fois à la pesée, puis ensuite, après son combat, c'est une fille... Amanda Galley, 122 livres, une fille en montée qui a connu des moments difficiles l'année passée. Elle s'est présentée contre une fille, Lorena Aispuro. On ne savait rien de cette fille-là. Il n'existait aucun freaking vidéo de boxe de cette fille-là. On n'avait aucune idée de son calibre. On savait qu'elle avait quand même une fiche positive, mais c'est tout ce qu'on savait. On ne connaissait même pas ses adversaires. Donc, on s'est ramassé face à une fille qui savait quand même boxer assez bien, est intéressante, mais ça reste qu'Amanda a dominé son combat techniquement. Puis j'ai trouvé que c'était un bon combat pour starter son année. On l'a vu, elle était contente d'être là, Amanda aussi, de boxer au Québec, parce qu'elle est chez Lee Baxter et Lou DiBella en copromotion. Puis elle n'a pas beaucoup l'opportunité de venir sur des galas, mais comme c'est DiBella qui organisait comme prime promoteur cet événement-là, elle a pu avoir un spot. On a vu beaucoup de boxeurs de DiBella sur cette carte-là. Superbe personnalité. Elle est rentrée sur son ring walk avec un chandail des Canadiens. Ça a fait plaisir à la foule. Elle a essayé d'utiliser toute la semaine tout le français qu'elle connaissait, elle l'a essayé. Même en entrevue avec moi, là, elle parle un petit peu français des fois. J'ai trouvé fantastique. Je pense qu'il faut que les gens la suivent pour la boxe, mais aussi parce qu'ils vont découvrir une belle athlète. Une fille qui a une Canadienne surtout. Fait que faut encourager notre boxe au Québec, mais aussi au Canada, la boxe féminine. C'est en croissance. Puis ces filles-là se positionnent pour avoir des bonnes années dans les 2-3 prochaines années. Faut les suivre. Là, tu vas finir dans la minute du patrimoine avec des phrases. Ouais, avançons. Caroline Vert avait une adversaire de remplacement en Anaëlle Angéville. Ouais. Bon adversaire, belle fiche. Une fille qui avait battu Gongora en kickboxing, mais dans le fond, c'est comme la meilleure nouvelle parce que là, elle avait une bonne adversaire. Ça l'a propulsée dans le classement BoxRec. Elle a fait un bond vertigineux vers le haut. Mais là, elle affronte quand même Gongora le 28.
dans ce qui devrait être une guerre de tous les instants. Ça va être Donc, épique. on a comme le meilleur des deux mondes. On a encore Gongora, puis on a eu le combat contre Angéville. Et vers... Anaëlle Angéville, adversaire de dernière minute, qui est top shape, hein, by the way, qui se tenait prête. C'était la championne de France des poids plumes. Donc, c'est quelqu'un quand même qui avait une fiche positive, comme je disais, mais qui avait aussi une ceinture en France. C'est bien important, le championnat français, comme nous, on a les championnats canadiens. Là. Vive la France. Vive la France, oui. Alors, cette fille-là se présente ici, dernière minute. C'était une adversaire qui avait un style assez similaire à celui de Gongora parce qu'elles ont un background similaire. Ça a bien servi Caroline qui s'était préparée toutes sortes d'affaires. Mais sais-tu qu'est-ce que je retiens le plus? OK, oui, ça a été un très beau combat pour Caroline technique. D'un point de vue technique, on voit de la progression à chaque fois. J'ai trouvé que Caroline prend vraiment ses aises, mais... particulièrement contre une fille comme Angéville, je m'attendais à ce qu'elle soit peut-être plus déstabilisée. Puis au contraire, tout fonctionnait. Il n'y a rien qui ne fonctionnait pas. Chaque combinaison, chaque déplacement, les appuis étaient bons, le contrôle, l'espace était bon. J'ai trouvé que pour Caroline, c'était un excellent combat de progression. Et je ne suis pas la seule à l'avoir trouvé parce que quand j'étais allée en entrevue avec elle à la salle de conférence après, Daniel Bouchard était tout sourire. Et c'est là, ça, je voulais le mentionner. J'ai remarqué auprès de Caroline, un réel plaisir à vivre le moment présent. Ça, là, des fois, on ne voit pas ça quand on commence, parce que quand on commence chez les pros, il y a des insécurités, c'est quand même différent du monde des amateurs, les entrevues, le spotlight, les pesées, tout est différent, ça ne se fait pas de la même manière. J'ai trouvé que Caroline je la trouvais rayonnante, je la trouvais vraiment contente d'être là. Et là, c'était tout sourire à la conférence de presse. Ça blaguait avec Daniel. Elle disait à Daniel, puis Daniel lui répondait « Hey Daniel, tout ce qu'on a fait au gym a fonctionné. » Puis l'autre lui disait « T'as vu, je t'avais dit. » Tu sais, il travaille à modifier des choses que Caroline faisait chez les amateurs pour vraiment lui installer un style pro. Fantastique. Je suis vraiment contente que cette fille-là se sente bien là où elle est parce que ça veut dire que ça augure vraiment bien pour le reste de l'année. Là. Oui, je la trouve chouette, Caroline Vert, mais c'est pas le même style de personnalité qu'une Kim Clavel ou une Marie-Ève Dicker qui va être plus réservée, plus douce. Ma grand-mère appelait ça du bonbon à Kodak, là, tandis que Caroline est plus réservée, est plus calme, est plus dans l'analyse. Mais... Elle n'est pas sans rire, Caroline. Elle a toujours un petit sourire en coin qu'on voit. Là. C'est son petit sourire en coin qu'il faut analyser tout le temps. Moi, je pense que plus elle va avancer, plus elle va être à l'aise, plus elle va parler naturellement, plus elle va se dégêner. Tu sais, je l'ai vue à New York. Hein? Elle était là pour Serrano Cruz, puis elle était à la conférence, elle était à peser. Puis... on lui disait, va saluer un tel, va parler un tel, puis elle y allait, puis elle commençait parce que tout le monde la connaît, puis tout le monde semble l'apprécier dans le milieu. Les boxeurs, c'est les French and Cruz Desert, ils allaient la voir, je te connais, puis tout ça, Soulet Mourbina, tout le monde la connaît du monde des amateurs, parce qu'ils ont tous été amateurs en même temps. L'impact des Jeux olympiques. L'impact des Jeux olympiques, puis des longues carrières. Contre Emma Gongora, on en a déjà parlé au dernier podcast parce que ça devait être elle l'adversaire. On s'attend à un combat qui va être tough physiquement. C'est un 8 rounds. C'est super important de le mentionner. Premier 8 rounds pour Caroline, ça va vite. Ça va vraiment vite. Moi, à 4 combats, un 8 rounds, ça veut dire qu'ils veulent tout de suite la positionner pour un titre mineur. Peut-être d'ici la fin de l'année. N'oublie pas qu'elle était à 6 rounds dès le deuxième combat. Ça avait été accepté. Il avait demandé une dérogation. Mais moi, j'ai fait des recherches. Okay? J'ai appelé les hautes instances du groupe Yvon Michel. Puis, on a passé le mot d'ordre à peut-être le matchmaker, mais je ne peux pas dire c'est à qui j'ai parlé. Mais on veut pas nécessairement prendre notre temps. Comme je ne veux pas dire qu'on va aller trop vite. Il y a des objectifs ambitieux. L'ambition n'est pas de 3 à 5 ans. Là, non, il y a des objectifs ambitieux. Puis il faut comprendre aussi une chose qui est importante. Amanda Serrano est championne undisputed à 126 livres. Mais Amanda Serrano, elle a des aspirations à 135 livres. Ils sont sérieuses. Okay? Donc, ça se peut que d'ici 1 an, les titres à 126 livres, qu'il y en ait qui soient vacants. Parce que Serrano ne défendra pas 4 titres à 126 livres si elle a des aspirations. Elle veut être championne dans une autre catégorie. Amanda Serrano, elle veut battre des records un peu comme Manny Pacquiao. Hein. Voilà. Mais c'est là que je veux te raconter, mais aux gens à la maison, que des fois, sans dire qu'on veut aller trop vite, il faut être dans le bon espace-temps. Tu vois, Marie-Pierre Roule, on l'a répété pendant 9 épisodes de suite, il faut la préparer parce que les ceintures vont tomber vacantes de McCaskill.
Comme là, on a Caroline Vert, mais on le sait que l'autre, elle va mettre des ceintures vacantes. Fait que là, il faut arriver dans profiter des opportunités. Puis, parce que quand quelqu'un tombe en undisputed, ben oui, ça donne des ceintures vacantes. Après, parce que ça coûte cher à défendre. Puis à un moment donné, tu n'as pas besoin de toutes les garder. Tu n'as plus besoin de prouver que tu es undisputed. Il y en a comme Clarissa Shields qui, le lendemain, va laisser ses ceintures. Clarissa est rendue plus importante que les ceintures. Elle pourrait avoir aucune ceinture puis se battre en Clarissa, pareil. Je veux juste te mentionner que Caroline, elle baigne parmi une... Il y a comme un boom dans la catégorie des 126 livres de jeunes athlètes. Elle, il faut qu'elle se positionne à travers les Sky Nicholson, Raven Chapman, Sophie Alish, Tiara Brown, Beck Hawker. Ce sont les filles. Ces noms-là, c'est le futur de la catégorie. Puis là-dedans, Caroline est aussi là. C'est ces filles-là qui vont être les futures championnes. Le futur, c'est Caroline Vert. Oui. Moi, je le dis. C'est ça qui est ça. Elle est vraiment bonne. Oui, puis juste pour la petite histoire, avant de faire le préambule du prochain sujet, elle était à un round d'une médaille olympique. Et ce round-là, le troisième, est un des rounds qui a été, ça a été une année compliquée pour les juges. On a vu tout ce qui est arrivé après. Il y a encore des commissions d'enquête. Mais Caroline Vert, écoutez le round, puis vous allez voir, c'est très difficile à juger. Elle était à ça d'une médaille olympique. Puis ça, c'est un exploit. Là. Il y a beaucoup de gens qui disent que médaille olympique, c'est beaucoup plus compliqué à gagner qu'un championnat du monde. Elle a affronté plein de monde, Caroline Vert. Là. Elle a affronté tout le monde. Là, Vanessa Lepage-Johannis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Oui. Mon parrain, Régent Tremblay, a fait une grande entrevue avec elle qui va sortir un moment donné. On a toutes les réponses, on a toutes les affaires. Quand que je parle tantôt que Marie-Ève Dicker était inspirante pour la jeunesse, on le voit, Kim Clavel, on dirait que nos femmes, elles sont de qualité. Ils ont toute une belle histoire derrière elles. Vanessa Lepage-Johannis a subi un accident de voiture grave. Et là, elle perd à 21 ans au Mexique contre Alessandra Jiménez. A subi un accident de voiture grave. Elle ne peut plus s'entraîner. Elle a une petite tendance à être gourmande. Et là, elle monte à 315 livres. Elle se regarde dans le miroir et elle dit « Ça n'a pas de saint bon sens. J'ai tout gâché. J'étais en championnat du monde il n'y a pas longtemps. » Et là, elle rentre dans le gymnase, vire sa vie de bord en bord, descend à 178 livres. Et là, moi, je vous l'ai dit à la maison. Si j'étais promoteur de boxe, Vanessa Lepage-Johannis est de tous mes gars-là. Pourquoi? C'est une machine avancée. C'est un rouleau compresseur. C'est fun à voir. Là, elle avait une bonne adversaire en Princesse Erstun, une fille qui avait boxé à 2,20, qui avait fait 5 rounds avec l'équipe nationale, là, Danielle Perkin. C'était un combat compliqué. Vanessa a rendu le combat moins compliqué un peu. Jab, uppercut. Elle avait l'air d'une fille qui n'avait pas 6 ans de congé. Non. Et là, je le sais, là, que vous allez dire, elle ne boxe pas pendant 6 ans, elle est déjà 4e au monde. C'est le même. Ça, c'est boxerie. 4e au monde. Et moi, je vous le dis, Marie-Ève Albert, toi, t'es de quel bord, là? T'es de l'autre bord, comme ça. Toi, tu vas être obligé d'aller en Nouvelle-Zélande l'année prochaine en championnat du monde. Oh, je vais y aller. Je vais le planifier. Mais, tu sais, Vanessa, là, tu l'as dit, elle a perdu du poids. Son dernier combat était à 231 livres. Quand elle s'est battue contre Jiménez il y a 5 ans et demi. On sait que Jiménez, d'ailleurs, s'est fait prendre pour des drogues de performance après. Je l'ai mentionné parce que ça peut changer l'issue d'un combat, les drogues de performance. Mais en tout cas, de toute façon, Vanessa était une femme différente, une boxeuse différente à cette époque-là. Déjà, elle boxait plus lourd, mais elle n'avait pas une équipe autour d'elle aussi intéressante. C'est ça qu'elle me contait après son combat, puis même avant. Elle a changé ses habitudes de vie, tu l'as dit. Elle a descendu énormément de poids. Mais c'est pas juste de perdre du poids, c'est de s'encadrer avec des nutritionnistes, des préparateurs physiques, une équipe qui va prendre soin de son corps vraiment, puis en plus de l'entraînement. Parce que s'entraîner, c'est une chose, mais être capable aussi de gérer le corps d'un athlète, il faut prendre soin de ça, c'est ton outil de travail. Donc, ça pourrait être ça, des préparateurs mentaux, les psychologues sportifs. Juste pour renchérir sur ce que tu dis, elle a un contrat aussi en poche maintenant. Oui, maintenant, elle a un contrat en poche et elle a une équipe. Et c'est pour ça qu'on l'a vu dans la shape qu'on l'a vu.
Elle me disait, après son combat, elle dit, j'ai même eu de la misère à faire le poids, mais dans le sens inverse. C'était contracté à 190 livres. Puis quand ils ont vu, on va parler de Leila après, quand ils ont vu qu'il y avait des limites là, que la régie surveillait au niveau des catégories de poids, ils se sont mis et on dit, on va lui faire prendre du poids parce qu'elle était trop éloignée. Elle a probablement mangé puis travaillé vraiment en prise de poids dans les 10 derniers jours. Il n'aurait pas toléré, exemple, 176 puis 190. Non, mais elle était limite parce que Vanessa, là, présentement, elle se bat dans la catégorie qu'on l'a vue. OK? Puis c'est ça son but. Elle va aller chercher le titre rapidement. Tu l'as dit, ça va aller vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Puis, c'est pas de sa faute. Hein. Ça veut pas, by the way, ça n'en fait pas une moins bonne boxeuse parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Ça, c'est un amalgame qui ne devrait pas exister. C'est une corrélation qui n'existe pas. C'est pas parce qu'il y a plein de filles, il n'y a pas beaucoup de filles en dessous de toi que tu n'es pas exceptionnel. Non, mais Marie, je le disais pas de cette façon-là. Non, je le sais que toi, tu le dis pas comme ça. Je le disais de manière à ce que les gens comprennent que, oui, elle a été en championnat du monde à 21, puis oui, elle va y retourner à son 4e combat. Ça va aller vite, mais toi, tu le comprends. Mais il y a bien des gens qui font cet amalgame-là, puis ils disent, ouais, mais c'est facile, elle n'a jamais eu d'adversité. C'est pas de sa faute. Mais si elle l'avait, elle serait peut-être à la même place. C'est tout le temps ça qu'on va se dire. Vanessa, elle en a eu de l'adversité parce que Jiménez, c'était une fille tough. Puis la fille qu'elle a affrontée, Hairston, c'était un combat difficile. On en avait parlé. On pensait que ça allait être un combat qui allait peut-être même, qu'il y avait des risques qu'elle puisse perdre. Parce que c'était un retour difficile. Pourquoi c'est un retour difficile? Parce que matcher une fille comme Vanessa, c'est dur. Stéphane, là, chez Eye of the Tiger, là, il va rusher pour la matcher parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles, comme tu as dit. Puis des fois, tu ne veux pas la matcher qu'une mère grand. Tu ne veux pas la matcher. Des fois, ça coûte cher faire venir les adversaires parce que tu as dit qu'ils sont en Nouvelle-Zélande ou sont loin. C'est pas facile. C'est un excellent match-up pour voir ce qu'elle avait à donner. Moi, ce qui me faisait peur, c'est la perte de poids parce que je me suis dit, elle était renommée pour être une frappeuse, une cogneuse de puissance. Mais quand tu perds du poids, tu gagnes en vitesse, mais des fois, tu perds en puissance. Oui, mais n'oublie pas qu'elle vient du monde de l'haltérophilie. Là. Elle est forte comme un cheval de naissance. Mais ce qu'elle m'a expliqué, parce que là, je lui ai posé la question, j'avais peur de tout ça, mais j'ai vu que non. Parce qu'elle a vraiment dominé, puis on a vu qu'elle avait la frappe lourde. Les uppercuts rentraient au poste. Le jab était magnifique, mais les uppercuts rentraient au poste. Puis elle était infatigable aussi. Elle a fait 4 rondes, mais c'était 4 rondes d'intensité dans le tapis. Là. Mais elle m'a dit que toute sa préparation physique, ils ont travaillé pour lui faire prendre de la masse musculaire, ils ont travaillé son explosion, mais sa puissance est restée là. Dans le fond, tout son entourage a fait qu'ils ont essayé de canaliser une forme physique meilleure tout en conservant la puissance mais en gagnant de la vitesse. Fait qu'on a une boxeuse bonifiée. J'ai jamais vu cette fille-là dans cette shape-là. C'est exceptionnel. Elle va être le fun à suivre, là, ça va être l'enfer. Elle est fun. Elle est fun à suivre, elle est intéressante aussi. Puis avec ça donne l'espoir à bien du monde, de se reprendre en main puis d'en arriver à ça. Moi, je trouve que c'est un bel exemple. On parlait d'exemple pour la jeunesse tantôt. C'est un bel exemple, ça aussi. Pour ça. Il y en a qui ont de la misère, puis ils ne savent pas par où commencer. Puis c'est pas juste une question de perte de poids, c'est dans tout. Puis elle l'a fait, là. Il y a moyen de faire ses lunchs à l'avance, de les manger, puis d'aller au gym le soir. Là. Moi, là, je l'admire. Vraiment, là, je trouve que elle est vraiment, vraiment agréable. J'ai hâte de voir ce que Régent va publier sur elle. Ben, c'est ça. Ça va sortir, je ne sais pas quand. Ça, c'est, quand tu parles de remise en forme, là, mais, elle était déjà en forme. Mais moi, je le répète à chaque épisode, la progression de Leila Baudouin est quelque chose. On parle d'une fille qui va passer chez les professionnels par... l'histoire est quand même intéressante. Elle veut passer pro. Elle jase avec Antonin d'un gala à Québec. Antonin, il dit, ben oui, on peut t'aider, on va te faire boxer. Puis là, Camille passe en arrière. Il aime l'énergie de cette fille-là. Il dit, Antonin, ça vaut-il la peine qu'on la signe? Antonin dit, je pense que oui. Camille dit, signe-la donc 3 ans. C'est un coup de tête de même. Il a une histoire un peu loufoque. Il la trouve sympathique, il la signe. Puis finalement, elle paye le prix en gymnase. Puis c'est quelqu'un de sérieux. Mais là, la fille que moi, et je m'en confesse, j'avais établi dans un niveau national après 2 ou 3 combats. Il faut admettre que là, elle flirte avec les championnats du monde à un point tel que ça, tiens-toi bien, ça va peut-être trop vite parce qu'ils vont se dire, elle est jeune encore, elle a des choses à apprendre, mais son classement est tellement élevé, je ne sais pas comment ça va finir, mais là, ça commence à brasser. Mais là, je veux t'entendre sur un point. Oui. Et là, elle avait demandé d'arrêter d'affronter des Mexicaines.
Malheureusement, ils ont été obligés d'y en amener une, en Laura Mondragon. Mais c'était une fille invaincue, ça passait, c'est correct. Elle l'a battue, ça a été bon dans le classement. Mais là, elle s'en va boxer au Mexique. Elle n'affrontera pas une Autrichienne au Mexique, là, elle va affronter une autre Mexicaine. Est-ce que, dans le fond, au Mexique, il y a tout ce qu'il faut. Là. Ils ont juste C'est tout à ce qu'il faut. appuyer. C'est qu'on a des clichés dans la tête de la C'est Mexicaine cliché, typique ça. à la Carla Zamora, mais on a vu Marisol Moreno, entre autres. Il y en a des filles qui savent boxer. Moi, j'ai des noms de Mexicaines qui boxent totalement différents. C'est parce que quand tu arrives à un certain niveau, tu commences. Souvent, les boxeuses viennent de la même école. Hein. Mais tu veux sortir du cliché où tu as juste battu des Mexicaines. Là, il y a du talent au Mexique, beaucoup de talent, puis le talent est dur à défricher. On a tendance à avoir tout le temps les mêmes noms, mais il y en a des filles qui savent se battre au Mexique, mais qui ne sont pas amenées sur les cartes. Ça, c'est un travail de matchmaking, là, puis de réseau de contact. Je trouve quand même qu'ils ont diversifié. On commence à voir des meilleures Mexicaines là, se présenter face à nos boxeuses. Ça, c'est sûr. Pour la progression là, de Leila, je veux juste dire quelque chose. Tu disais que tu la voyais au début comme niveau national, puis là, tu surprends à chaque fois, puis là, ta voix s'éclore, puis elle est devenue dans les meilleurs là, de sa catégorie. Ça, là, c'est lié à son QI box. Il y a des gens qui boxent sans avoir un grand QI box. Donc, à ce moment-là, ils vont finir par stagner, puis on en a tous des noms en tête qu'on nommera pas ici, mais il y a des boxeurs qu'on voit, ils vont faire des bons combats locaux, mais toujours au même niveau, à peu près contre le même type d'adversaire. Puis on le sait qu'ils n'ont pas de chance en championnat du monde. Puis des fois, eux autres même n'ont pas l'intention non plus d'y aller. Mais ils peuvent faire un bon spectacle pareil localement. Leila Baudouin, elle a du QI box en petit péché. Puis pourquoi je dis ça? C'est pas dur à voir. Tu as juste à lui parler après un de ses combats, là, à chaud, là. Tu disais, hey, parle-moi un peu de ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a bien été, puis qu'est-ce qui n'a pas bien été. Elle est capable de te faire un post-mortem de ses combats de même, puis c'est très pertinent. Puis elle ne l'a pas revu, là. Elle vient de sortir du ring, ça fait 5 minutes. Elle est capable de réfléchir, puis elle est capable de juger ce qu'elle a bien fait, puis ce qu'elle a mal fait. Elle est capable de parler de son coin, elle est capable de parler de comment son ressenti, puis comment elle a réagi, comment elle aurait dû réagir aussi. Ça, c'est du QI box. Puis quelqu'un qui a du QI box va progresser dans sa carrière. Parce qu'il va toujours, c'est un peu, on appelle ça des students of the game, là. C'est des gens qui vont toujours apprendre d'un combat à l'autre. L'équipe autour de toi a de quoi avoir, mais aussi ta propre personnalité, puis ta propre... Là, c'est une fille qui est aux études, qui est analytique, qui aime la boxe. Elle en mange, elle regarde la boxe amateur, elle suit vraiment ce qui se passe. Tu vois, un peu comme Kim Clavel, qui a aussi du bon QI box, c'est des filles qui vont sans cesse essayer de s'améliorer, puis ils vont aller s'outiller pour ça. Moi, je trouve ça très intelligent. Contre Laura Mondragon, ce qui est arrivé à la base, les gens ont peut-être vu passer des articles de brassière et de bobettes là, un peu partout. La fille est arrivée très relaxe à la pesée. J'étais là. Moi, j'y ai fait une entrevue avant sa pesée. Puis elle était tout à fait relaxe. Puis finalement, elle était 6 livres de plus que Leila, sa balance. Elle était à 136,6 pour un poids contracté à 130. C'était limite légale, dans la mesure où la régie, pour ce type de combat-là, tolérait 8 livres, dans la mesure où Leila l'acceptait. Il y avait une condition qui a été rajoutée. Il a fallu qu'elle se pèse le lendemain matin, le jour du combat, puis elle ne pouvait pas dépasser 140 livres. Ils ont mis comme une clause de réhydratation de dernière minute pour s'assurer qu'elle ne fasse pas 146 livres au matin du combat, là, parce qu'elle peut-être que à 136,6, elle était déjà déshydratée, peut-être pas. Ils n'ont pas voulu prendre de chance. Le combat a eu lieu, mais Leila a été insultée, là, puis elle l'a dit partout dans les médias, parce que dans le fond, quand tu sais que tu ne fais pas le poids avec une aussi grande marge, là, c'est quoi d'appeler 3 semaines avant? T'sais, ils ont eu ce nom-là, il est sorti très tôt dans l'année. On savait, ils ont eu un camp d'entraînement complet avec ce nom-là en tête. Ça aurait été quoi de téléphoner et de dire on peut-tu faire un catch weight? Parce que Leila, elle a fait sa déshydratation complète. Elle a fait sa coupure de poids dans les 24-48 heures à la fin. Tu fais l'effort dans ton bain, tu coupes la nourriture, tu coupes l'eau. Mais Marie, ça va tout le temps être la clause de... On sait que, mettons, il faut que tu verses 20% de ta bourse, puis la régie à 130 livres va accepter, exemple, 6 livres de différence. Oui. Fait que moi, j'ai vu des boxeurs, puis je vais te le dire aussi froidement que ça, là, des boxeurs qui avaient des jobs à construction, qui avaient des fiches de 13-4, mettons, au Québec, puis qui disaient, je vais rater le poids de 2 livres, je vais être capable de travailler plus tard en construction, puis on me paye 1400$. Fait que tiens, voilà ton 280,
Puis moi, je fais 600$ par jour pour l'overtime. Tu sais, Mais fait si qu'à tu un moment donné, t'entends sur un catchweight avant la date, là, tu peux modifier le contrat sans perdre non, une parce partie que, de ta bourse. non, mais c'est parce que dans la négociation, il s'obstine sur un poids. Puis là, toi, tu dis, OK, je m'en fous, je vais juste le rater 2 livres, puis je vais payer. Tu sais, fait que je C'est crois que- dommage. Parce que Ouais, mais c'est dommage, mais c'est jouer avec les règles. Tu sais, c'est jouer avec les règles, c'est ça. Ben, Léla, moi, j'avais peur qu'elle monte émotive parce qu'elle était très émotive la veille, elle était fâchée. Ça se voyait, là, elle montrait qu'elle était fâchée. Elle trouvait que c'était un manque de respect total de faire 6 livres au-dessus du poids contracté. Elle avait raison. Mais elle n'est pas montée émotive. Elle est montée avec l'idée de boxer, de suivre un plan de match, puis c'est ça qu'elle a fait. J'ai trouvé que c'était vraiment magnifique de voir ça. Elle me disait en entrevue que même Camille était émotif. Il disait « Ah, oh, fais-y manger du cuir, puis des affaires de même. » Puis elle était là « Non, je vais aller boxer, je vais faire mon plan, je vais suivre mon plan de match. » Puis ça a bien servi parce que c'était un beau combat pour elle à la fin. Elle s'est encore démarquée. Puis cinquième sur BoxRec à 27 ans. Oui, cette victoire-là, plus la défaite de Camara contre Zamora, ça l'a fait monter vraiment dans le top 5. C'est magnifique. C'est une belle progression. Elle devrait se battre au Mexique au mois de mai, le 5 mai. Puis après ça, ça irait peut-être en septembre. Là, je ne crois pas qu'elle va être sur la carte du mois de juin. Parce qu'elle a des examens aussi à finir, elle est en fin de session. Léla pense prendre une sabbatique de l'école probablement en septembre pour pouvoir se consacrer à temps plein sur la boxe pour 1 an. C'est pas une mauvaise idée parce que le timing est là pour elle. C'est là que ça se passe. Ça peut valoir la peine des fois de retarder d'1 an. Elle étudie pour être infirmière, elle fait des stages, c'est quand même prenant. Puis elle a des commanditaires qui lui permettent de le faire aussi. Les infirmières vont toujours en avoir besoin, même dans 1 an. Je pense pas que... J'ai regardé les nouvelles, là, je pense que dans 1 an, on va encore la prendre comme infirmière. Evelyne Bermudez, de nouveau championne unifiée. Oui, à 128 livres. 108. Oui, 108. Je sais pas pourquoi j'ai dit 128. Evelyne Bermudez, là, elle avait 2 titres en décembre. Elle avait déjà le titre de IBF et WBO. Puis elle les a perdus contre Yocasta Vaillé qui a monté juste pour la postérité. Yocasta a battu Bermudez d'une belle manière puis a remis les titres vacants tout de suite. Et Bermudez a eu la chance de se rebattre pour ses propres titres laissés vacants contre une fille qui s'appelle Tania Enriquez, qui est une très, très bonne boxeuse mexicaine, sœur de Kenia Enriquez, qui est une fille que j'apprécie beaucoup, que je connais personnellement. Donc, c'est une famille de boxeurs, la famille Enriquez aussi. Là, ils vivent là-dedans. Ils sont localisés à Tijuana, puis c'est des bonnes pointures. Ce combat-là, dans le fond, elle est nommée la 2e championne unifiée de la catégorie des 108 livres. Je vous rappelle que la première, c'est Jessica Neri-Plata, qui a les 2 autres titres. Donc, Bermudez a fait un combat totalement à l'inverse ici que celui qu'elle a fait contre Yocasta Vaillé. Contre Yocasta Vaillé, elle a manqué de gaz, Laurent. Elle a manqué de gaz, puis Yocasta, elle en a profité. On a vu que la forme physique de Yocasta était énormément supérieure à celle de Bermudez en décembre. Là, ça a été l'inverse. La préparation a dû être différente parce qu'elle a perdu les premiers rounds, Bermudez, mais après ça, à partir du 4e, là, elle a commencé à dominer et à se bonifier d'un round à l'autre. Elle a probablement, je pense que c'est son meilleur combat à vie. Moi, j'en ai vu beaucoup de ses combats. Moi, ça a été mon préféré, en tout cas, parce que tout lui réussissait. Elle n'a pas manqué de gaz. J'ai trouvé que chaque chose qu'elle essayait, le jab, le crochet, le travail au corps, les déplacements, c'était beau. Ça faisait son effet sur Enriquez qui n'avait pas de solution, mais aucune solution. Elle était débordée, Enriquez, par la variété de coups aussi, la créativité dans le ring de Bermudez. Bref, on a la championne de 2 titres. On a Neri Plata qui a les 2 autres. La table est mise pour un combat d'undisputed à 108 livres. Maintenant, est-ce que c'est ça la prochaine étape? Ça se pourrait, ça pourrait s'organiser. Les 2 filles n'ont pas des promoteurs de grand luxe, donc peut-être qu'une offre meilleure qu'une bourse pour undisputed entre eux autres pourrait arriver du côté de l'équipe de Estrada. OK, je pensais que tu parlais de Kim Clavel. Ça pourrait être de Kim Clavel aussi, on ne sait jamais. Donc, tu crois qu'un promoteur pourrait surenchérir pour se payer les 2 titres? 100%. Parce que Bermudez, son promoteur, c'est un promoteur local d'Argentine qui a des moyens, mais qui n'a pas les plus gros moyens. Et Neri Plata n'a pas de promoteur. Donc, ici, si quelqu'un voulait organiser un combat pour Undisputed, ça pourrait se faire. Mais je fais comme un lien avec un sujet qui s'en vient, là, si je regarde bien ma liste de sujets. Mais est-ce que tu crois que Cenizia Estrada pourrait court-circuiter puis essayer d'aller chercher
des titres aussi à 108 livres? Je vais te dire oui, mais non. Oui, mais non, parce que oui, elle a clairement l'intention de devenir Undisputed à 108 livres, puis elle veut le faire vite. Mais elle est présentement dans un road to Undisputed à 105 livres, puis elle veut finir ça avant de passer à 108 livres. Puis elle l'a dit après son dernier combat, on va en reparler juste après. Là. Mais la réponse, c'est oui, mais non, parce que si le combat contre Yokastavaï n'aboutit pas pour Undisputed à 105, Seniza pourrait peut-être cogner à la porte d'une des deux championnes ou de la championne Undisputed à 108 en attendant. Faut que je te raconte quelque chose de drôle. Yvon Michel, il est en entrevue, puis il a dit quelque chose qui m'a fait rire. Il m'a dit qu'il avait sondé tout. Je ne sais pas comment ils ont fait ça. Qu'il avait fait un sondage et qu'il avait sondé tous les spectateurs du dernier combat de Kim Clavel, qui s'est avéré être une défaite. Je ne sais pas comment il a fait ça. Et 100% de ces spectateurs-là disaient avoir été comblés par l'événement, le combat final, et allaient continuer de suivre Kim Clavel. Donc, ils sont comme tout engagés à racheter des billets. C'est ça qui a été dit à la radio. On va voir ça le 28. Et là, Kim Clavel, on retourne au casino, pas au casino, à la Place Belle, ouais. où elle va affronter Naomi Arellano Reyes. Une fille dont on a déjà entendu parler, Laurent. Ouais, mais là, je vais te le dire, là, je trouve que des fois, les fiches en boxe féminine, ils sont comme gonflés à l'hélium. Tu sais, la fille, elle a 2 défaites contre 6-2 puis 8-0. Là, tu regardes les victoires, ça a juste battu du monde en dessous de 500. Elle a une grosse victoire sur Karina Moreno, que je pense que c'est une bonne boxeuse là, dans mes souvenirs. Mais c'est drôle comment les fiches, des fois, tu te dis, voyons, tu sais, comme dans le temps, là, avec Lina Tejada, tu sais, voyons, tu sais, elle a 12 victoires contre des débuts pros, 5 défaites contre des filles de 8-0. Tu sais, il y a vraiment un clash dans la fiche. Là. Pour Kim, c'est un combat de retour qui est intéressant, honnêtement, parce que c'est une fille qui est un peu du même calibre que Soledad Vargas qu'on a déjà vu contre Kim au Parc Jarry. Tu sais, d'ailleurs, cette fille-là, Naomi, devait être l'adversaire de Kim au Parc Jarry il y a 2 ans. Puis ça ne s'est pas fait parce qu'elle n'était pas vaccinée COVID-19, puis elle n'a pas pu rentrer. Donc, ils ont pris Marisol Moreno, pas Marisol Moreno, mais Soledad Vargas. Ils avaient proposé 3 noms. Il y avait une Judith aussi. Puis, donc, c'est un combat, dans le fond, c'est une prise 2 d'un combat qui aurait dû avoir lieu dans le passé. Donc, c'est intéressant pour Kim de l'affronter. Maintenant, Naomi, c'est une petite. C'est comme un petit lapin energizer. Là. Elle a beaucoup d'énergie, elle boxe de l'avant. C'est ce qu'on connaît des Mexicaines qu'on a déjà vues. Un petit peu un style, c'est ça, comme Soledad Vargas qu'on a déjà vu contre Kim. C'est une fille qui est quand même qui sait quand même bouger puis qui est capable de surprendre, mais je crois que pour Kim, ça va être quand même. Je ne veux pas utiliser le mot confortable, parce que c'est jamais confortable. Il n'y a pas un danger que cette fille-là soit meilleure qu'on pense, puis que contre Fondura, c'est juste qu'elle a tellement des grands bras qu'elle n'a pas comme cassé les lignes, puis que finalement, elle vienne gagner des rondes, puis elle vienne un peu faire mal paraître. Elle va probablement gagner 1 ou 2 rounds. OK. Je ne m'attends pas à ce que Kim gagne tous les rounds, parce que c'est quand même une fille qui va cogner pareil. OK? Sauf que selon moi, Kim a assez de boxe dans le corps, a beaucoup plus d'expérience avec sa carrière amateur, avec tous ses outils. Elle va savoir quoi faire avec ce type de boxeuse-là. C'est pas Neri Plata, là. On n'est pas dans le même calibre. Mais pour Kim, mais c'est correct. C'est un combat qui va être pour 3 titres. Ben, là, sur BoxRec, c'est juste écrit la WBC internationale, mais Yvon Michel nous avait annoncé 3 titres mineurs là-dessus. Là. Je ne sais pas si ça va se faire ou pas. Là. Moi, je vais te le dire. Là. Moi, je suis le plus grand connaisseur de boxe au Québec et je ne surveille même plus les titres mineurs. Et ça m'énerve, ça. Les titres intercontinentaux. On en a 4, là, champion, là, c'est assez. Ben, les titres mineurs, ils peuvent lui servir à Kim de se positionner comme aspirante obligatoire. C'est dans ce sens-là. Parce que des fois, un titre vient avec une place. Là. C'est plus ça que moi, je regarde. Ils veulent la positionner rapidement en arrière de Neri Plata et en arrière de Bermudez. Fait que, ces titres-là vont aider. Vous comprenez qu'il y a de la suite dans les idées. Là, des outils là, pour se payer des classements, mais je ne vais pas déchirer ma chemise parce qu'il y a 3 ceintures en jeu. Je ne crois pas non plus que Kim, c'est ça son intention, mais ça reste que
l'outil est là pour l'amener vers un meilleur classement puis lui donner de la visibilité. On va voir ce que ça va donner. 28 avril, Place Belle. C'est elle qui est le combat principal. Caroline Vert va être sur sa sous-carte. Alors, voilà, j'ai hâte de voir. Moi, je vais y être. Je vais y aller pour le retour de Kim. Comment tu vois, là, j'ai une question. Comment tu vois la semaine avant? Est-ce que tu trouves que on en met trop genre sur les épaules de Kim ou de Jean-Pascal? Des fois, je me demande, est-ce que le promoteur devrait prendre plus de pression ou de faire plus la job de marketing? On arrive dans des gros combats, puis il faut que tu sois salut bonjour quasiment le matin du combat. C'est sûr qu'il y a beaucoup de promos qui est faite la semaine de combat, quand peut-être la boxeuse aurait peut-être besoin d'être plus dans sa bulle, je dirais ça comme ça. Moi, j'aurais le goût de dire à Kim, là, reste chez vous, dors, puis dévisse-la le 28, c'est de même qu'on va plus avancer ta carrière. Moi, je préférerais que la promo se fasse 2 semaines avant, plutôt que la dernière semaine, mais je comprends qu'il y a une idée de vente de billets, que c'est tout le temps l'engouement de dernière minute, il y a beaucoup de gens qui achètent des billets la dernière semaine, tout ça. Mais puis Kim, elle aime ça, puis elle est bonne communicatrice, puis elle attire des codes d'écoute aussi. Donc, les gens aiment avoir Kim sur leur show. Jean-Pascal faisait pareil, là, tu l'as dit, puis il y en a d'autres, là, on voit ça régulièrement. Mais ça fait partie du métier, je dirais. En même temps, ils peuvent être dans la maison sur Zoom ou au téléphone. Ça fait partie du métier. Ouais. C'est juste que chacun a sa limite, puis qu'il faut, c'est que le boxeur établisse sa limite, je crois. C'est vraiment important. Si ça a une influence sur sa santé mentale, il faut que le boxeur établisse sa limite. Si Kim, elle se sent confortable de le faire, ça veut dire que sa limite n'est pas... la corde n'est pas au maximum encore. Mais il faut vraiment établir sa limite. C'est pas tout le monde qui est à l'aise de faire ça quand on a plein de choses en tête. Mais moi, je trouve juste qu'il ne faut pas tomber dans le piège de Naomi Reyes. Il faut vraiment qu'elle fasse une grande performance pour se replacer tout de suite parce que... Ouais. Moi, je veux la revoir en championnat du monde. Senesia Superbad, impitoyable face à Tina Ruprecht. Écoute, Senesia, c'est l'animal dans la pièce. On va aller vite sur nos derniers sujets, mais c'est simplement que Seniza Estrada a fait un magnifique combat contre Tina Ruprecht, qui était impitoyable. J'ai trouvé... Sincèrement, Tina Ruprecht était une très bonne boxeuse. C'était la championne WBC des 105. Seniza, la championne WBA des 105. On unifiait sur un show de Golden Boy en Californie. Seniza est arrivée, elle a dominé Tina Ruprecht. Sincèrement, elle a tellement bien travaillé au corps dans ce combat-là, Laurent, que ça a totalement déstabilisé Tina, qui n'a pas été capable de suivre son plan de match. On voyait que Tina est plus petite, hein, mais elle est toute petite. Elle n'arrivait pas à toucher vraiment Seniza de la manière qu'elle voulait parce qu'elle était affectée par les coups au corps, puis elle voulait se protéger de ces coups-là. Puis elle avait moins de portée. Donc, ça l'a joué un peu sur sa boxe, sur sa performance. Elle a été magnifique, Seniza Estrada. C'est une vraie étoile. C'est une vendeuse de billets. Cette fille-là a mentionné tout de suite après que le prochain combat qu'elle veut, c'est Yokasta Valle qui a les 2 autres titres. Comme je te disais, il y a une chicane entre les deux déjà. On sait que Seniza était chez Golden Boy, a quitté pour... J'ai dit un show de Golden Boy, tantôt c'était faux, c'est un show de Top Rank. A quitté Golden Boy pour Top Rank, tandis que Yokasta Valle est arrivé chez Golden Boy en copromotion avec Marv Nation. Ça s'aime pas bien. Ça se traite un petit peu de nom. Il y a une chicane un peu entre Oscar et Seniza qui est comme restée latente. Elle n'est pas partie en bon terme avec Oscar de la Hoya. Ça n'a pas l'air simple quand tu divorces avec Oscar de la Hoya. Non, c'est jamais simple. On se rappelle que Canelo l'a fait aussi. Bref, ça peut être compliqué à organiser, ce combat-là. Ça se peut que ça se batte, ça tire la couverte chacun de son bord, Top Rank et Golden Boy, pour vouloir l'organiser, pour aller chercher un avantage. Tu as raison, mais ils ont des options. Ils pourraient affronter d'autres mondes. Ils ont des options. Seniza a clairement dit qu'elle voulait être undisputed dans 3 catégories très rapidement. Donc, Neri Plata et Bermudez sont dans sa mire, ou peu importe qui va avoir des titres. Ça se pourrait que si le titre... Seniza pourrait monter puis affronter tout de suite une championne undisputed, puis après ça, passer à 112. Hein. Elle est capable de le faire. Elle a déjà été championne à 108 livres. Elle a laissé son titre pour descendre. Pour moi, il n'y a pas grand-chose qu'elle ne peut pas accomplir en boxe. Donc, c'est à suivre, mais ça devrait... Moi, je m'attends que d'ici la fin de l'année, soit Seniza, soit Yokasta vont être championnes undisputed.
Michaela Mayer se prépare à affronter Christina Lignardatou. Christina Lignardatou, c'est une ancienne championne du monde, Laurent. C'est une ancienne championne du monde qui est la seule à avoir battu Alicia Baumgartner. Si on regarde la fiche de Baumgartner qui a une défaite, c'est Lignardatou qui l'a. Elle l'avait endormie. C'était un combat serré. OK, c'était un split. OK? Mais ça reste qu'elle l'a battu. C'était un KO, j'étais mêlé dans mes dossiers. C'était un KO, c'était un split. OK? C'était un split, c'était serré. Mais ça reste que ça montre comment cette fille-là s'est boxée quand même. Et cette fille-là, elle a des défaites contre Katie Taylor, puis contre Delphine Pearson. Fait qu'on ne sait pas des défaites. On n'appelle pas ça une tâche à son dossier quand on perd contre Katie Taylor ou Delphine Pearson. C'est des défaites qui peuvent arriver dans la vie d'une boxeuse. Bref, Michaela Mayer a fait la croix sur 130 livres. Elle va se battre dans 2 semaines. C'est le 15 avril, si je ne me trompe pas, en Angleterre. Et ça va être contre Lignardatou, qui était la meilleure option pour elle à 135 livres. Elle a clairement dit, Mayer, qu'elle ne court plus après le rematch contre Baumgartner. Elle veut devenir aspirante obligatoire de Katie Taylor. Et là, elle vise Katie Taylor ou celle qui va avoir les ceintures à 135 livres si Katie perd contre Serrano plus tard cette année. Mais c'est ça qu'elle vise. Et elle est très sérieuse dans sa démarche. On voit qu'elle a changé sa façon de parler. Elle n'est plus aussi arrogante quand elle parle de Alicia Baumgartner. Moi, je l'haïs, cette fille-là. Arrête donc. C'est pas vrai. Mais je veux juste vous dire, ça va être un combat qui va nous montrer un peu, qui va mettre le tempo pour la suite pour Mayer, le Lignardatou, donc à suivre. Hein? C'est le 15 avril. Et là, il y avait un combat de championnat WBA international, je pense. Et moi, je pensais que Jamie Mitchell, ça allait être facile. Là, mais au Bahamas, là, c'est-tu Leila McCarter qui a une promotion au Bahamas où je suis mêlé dans mes dossiers? Je ne sais pas, mais là, c'était notre ami Brian Cohen qui avait ses boxeuses là-dessus. Il est arrivé avec Jamie Mitchell puis O'Shea Jones qui était sa même carte. C'est 2 de ses boxeuses. J'ai vu que O'Shea Jones a fait ça vite. Elle est bonne, O'Shea Jones. Sincèrement, c'en est une autre 147 livres de qualité. Jamie Mitchell, on s'entend qu'elle a perdu son titre il n'y a pas longtemps contre Nina Hughes. Mais Jamie Mitchell a eu de la misère dans ses 3 derniers combats. Puis je vais te dire à quel niveau. Il y a 3 combats de ça. Elle a affronté une fille qui n'était pas de calibre pour elle, qui était trop faible. Puis quand tu es championne, tu n'es pas censé affronter des filles qui ne sont pas classées dans le top 20. Là. Moi, j'ai pour mon dire qu'il faut que tu affrontes au moins top 20 pour montrer que tu défends contre les meilleurs, même si c'est une défense optionnelle. J'ai de la misère avec les champions qui vont affronter des filles qui sont classées super loin quand ils ont d'autres options. Ça, c'est mon point. Elle avait battu cette fille-là, mais c'était beaucoup trop faible comme calibre. Moi, ça m'avait déçu comme défense optionnelle. Deuxième combat, ensuite, après, elle affronte justement Nina Hughes, une fille qui était 4-0, et elle s'est faite pincer, puis elle a perdu son titre. Donc, elle a perdu sa ceinture contre une fille qui était 4-0, mais qui était sous-évaluée, Nina Hughes, parce elle a clamé qu'elle s'était fait voler, mais ce n'est pas du tout le cas. Moi, je l'ai pris ce combat-là. Oui, il y avait des rounds serrés, mais c'était une victoire totalement méritée par Nina Hughes. Et là, elle se présente contre Lindsay Garbett, puis je me suis dit, tu sais, quand tu m'avais dit, elle va se faire défoncer, là, Lindsay Garbett, moi, je t'avais dit, je ne suis pas sûre. Il y a Jamie, elle a-tu le mindset? Mentalement, es-tu encore là? Puis j'ai trouvé qu'elle avait boxé brouillon, Laurent. Là. Jamie, Lindsay Garbett a fait un combat, elle était infatigable. Le nombre de coups qu'elle a tiré, comment qu'elle a avancé sur l'autre, elle a totalement déstabilisé Jamie Mitchell, qui n'a pas été l'ombre d'elle-même. Et moi, j'avais Lindsay Garbett en avance 96-94 à la fin. Et j'aurais pu avoir 97-93 pour Garbett. J'ai été généreuse. Je ne suis pas la seule. Généreuse. J'ai été généreuse envers Jamie. J'ai dit, mais ça ne s'est pas passé comme ça, mais ça reste que c'est un split de ces jeunes pareil. Il y a quelqu'un qui a vu un 95-95 là-dedans, puis c'était justifié ce 95-95-là. On peut-tu appeler ça un vol quand c'est un combat serré? Moi, j'ai de la misère avec le mot vol quand le combat est vraiment serré. Dans ce temps-là, il faut que tu utilises le classique. Elle aurait pu mériter un meilleur sort. C'est ce que je pense aussi. Bref, j'ai trouvé que cette fille-là, Lindsay Garbett, était bonifiée. Il faut dire qu'elle s'entraîne avec Amanda Galley depuis 2 ans et avec Sarah Gigadjou en Ontario. Donc, le gym. Elle est en merveilleuse condition physique. Incroyable.
On l'a vu, hein, elle était là elle se promenait là, à Montréal, elle travaillait dans le coin de son amie Amanda. Je l'ai interviewée à la pesée. Elle était top shape, puis elle est bien, là. Elle est bien. Moi, j'ai envie de ses abdos. Tu sais, mettons, tu t'en vas à la plage, là, j'en prends 13 abdos l'après-midi. Absolument. Moi aussi, c'est sûr. On a fait le tour, je pense, Laurent, de nos sujets. Oui, on était débordés. On le sera aussi le mois prochain. Oui, c'est sûr. Toujours plein de galas à aller voir. Il y a toujours de la bonne boxe. On va vous revenir avec les résultats de Marie-Pierre Roule le mois prochain, les résultats de Kim Clavel, les résultats de plein de choses. On va encore avoir de la boxe locale. Ah oui, puis on va avoir le nom des adversaires pour le Mexique. Ça va revoler. Yes. À la prochaine. Bye, là.